Alors, je m'appelle Josée Sarrazin, je suis chercheur en écologie benthique au laboratoire environnement profond de l'Ifremer de Brest. Et aujourd'hui, je vais vous parler des abysses. Alors, avant de commencer, je voudrais juste faire un petit hommage à un ami. Je ne pouvais pas passer par le pays de Vannes sans faire un petit hommage à un ami qui nous a quittés en novembre dernier, qui s'appelait David Savourou, voilà, qui était du coin, et j'ai pas pu venir à ses obsèques, donc je me suis dit quand même que j'allais commencer ma conférence par lui faire un petit salut en passant. Voilà. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Alors, l'océan. Alors, quand on regarde ça, on se dit, c'est bizarre qu'on ait appelé ça la planète Terre quand même, parce que l'océan recouvre à peu près 70% de la surface de notre planète. Alors, l'océan, c'est important, hein, ça produit la moitié de l'oxygène qu'on respire, ça absorbe jusqu'à 30% des émissions de CO2 et ça contribue énormément à la régulation du climat. Alors, quand on parle d'océan, on parle aussi nécessairement de l'océan profond. Alors, qu'est-ce que l'océan profond? Maintenant, les scientifiques s'entendent pour dire qu'on parle d'océan profond à partir du moment où il n'y a plus de lumière du soleil, c'est-à-dire en dessous de ce qu'on appelle la zone photique. Donc, entre 200 et 300 mètres de profondeur, on parle déjà d'océan profond. C'est aussi une limite où l'homme n'a pas accès, sauf avec des moyens technologiques particuliers. Et cet océan profond, en fait, des 70% de nos océans, couvre 66%. Donc, c'est un territoire immense d'environ 300 millions de kilomètres carrés. Et si on regarde en volume, en fait, ça va couvrir 93% de la surface habitable de la planète. Alors, juste des petites données comme ça, la profondeur moyenne des océans, c'est environ 3800 mètres, et la profondeur maximale, c'est dans la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur. Et juste une petite donnée, parce qu'on est dans un contexte particulier, donc il va y avoir plus de 10 gigatonnes de carbone qui vont être séquestrées dans les grands fonds annuellement. Donc, c'est quoi les conditions de vie dans les grands fonds? C'est pas facile hein, d'être un animal qui vit dans les grands fonds. Donc, premièrement, comme je le disais, il n'y a pas de lumière. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de photosynthèse. Donc, les animaux qui vont vivre dans les grands fonds, majoritairement, vont dépendre de la nourriture qui va arriver. C'est le show ici, je vais me mettre à chanter bientôt. Et ça, il y a moins de chance. Donc, les animaux qui vivent dans les grands fonds marins vont dépendre de la nourriture qui va arriver de la surface. Donc, imaginez-vous, si vous habitez à 2 km, 3 km de profondeur, il reste plus grand-chose parce que tous les animaux dans l'intervalle ont consommé toute la nourriture. Donc, pas beaucoup de nourriture. Une pression élevée, hein, la pression va augmenter d'1 bar tous les 10 mètres, c'est-à-dire qu'on habite à 2000 mètres de profondeur, on est déjà à 200 fois la pression atmosphérique. Et puis, les fonds océaniques, c'est des températures froides entre 0 et 4 degrés Celsius. Donc, pour résumer ce que l'auteur Théodore Monod a dit, il fait noir, il fait froid, il fait profond et il fait fin. Donc, voilà. Alors, c'est aussi un océan à découvrir parce que on a à peine 25% de nos fonds océaniques qui sont cartographiés de façon détaillée. Quand on dit détaillé, c'est des carrés de 100 mètres par 100 mètres, donc c'est pas non plus au centimètre carré. Il y a un gros programme international qui s'appelle Seabed 2030 qui vise la cartographie complète des fonds océaniques pour 2030 justement, avec une cartographie détaillée. Et là, on parle de cartographie, donc on parle juste d'une image du relief des grands fonds marins, mais il y a à peine 1% de nos fonds océaniques qui ont été observés ou échantillonnés, et encore, ce chiffre est probablement exagéré. On a identifié environ 239 000 espèces marines connues, et là je parle de tout océan, pas que l'océan profond. Et le programme Census of Marine Life, qui était dédié au recensement de la vie marine, a estimé qu'il y aurait entre 1 et 10 millions d'espèces à découvrir avec le taux de découverte de l'époque. Donc un vaste champ d'études devant nous. Et l'océan profond, c'est aussi une grande variété de paysages. C'est pas un environnement moche qui ressemble à la Lune. Il y a plein de trucs et beaucoup d'écosystèmes, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc d'abord, c'est de multiples paysages. Dans les fonds marins, c'est pas un truc plat. Donc on a des monts sous-marins, on va avoir des canyons, on va avoir une grande plaine abyssale, on va avoir des dorsales océaniques, donc l'endroit où la nouvelle croûte océanique va se former, et on va avoir des grandes fosses. Donc
faut voir ça comme sur la Terre, donc une variété de paysages différents qui vont être colonisés par des espèces différentes. Donc vous êtes prêts? Alors on va plonger. Alors, si vous descendez par hasard en sous-marin, vous avez une grande chance de vous retrouver avec un paysage comme celui-là, donc parce qu'il y a 80% en fait des fonds océaniques qui sont couverts par de la vase. Alors, il va y avoir, c'est ce qu'on appelle les plaines abyssales. Alors, il va y avoir quelques gros organismes ici, comme ce concombre de mer ou cet ophiure. Très peu de gros organismes, en fait, mais si on creuse dans l'interface de ce sédiment, on va voir qu'il va y avoir une multitude de petits organismes. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de nourriture, donc du coup, les organismes sont petits, mais présents en faible abondance, mais comme le territoire est immense, il y a énormément d'espèces quand même, présentes en faible abondance, mais beaucoup d'espèces. De temps en temps, ces plaines abyssales vont se couvrir de ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. C'est ces petits cailloux que vous voyez là, c'est des espèces de petits galets qui sont riches en plein de ressources minérales. Et chacun de ces petits galets, en fait, va abriter une faune très spécifique. Ça va être des espèces d'îlots de biodiversité. Et si on creuse dans la vase à côté, on va avoir complètement des espèces différentes parce que les espèces qui colonisent les nodules ont besoin de ces nodules pour s'installer. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les coraux profonds. Donc ici, on n'est pas sur les coraux tropicaux, avec symbiose avec une algue. On est sur des coraux qui sont des organismes filtreurs qui vont former des véritables forêts sous la mer. Et ces forêts vont être utilisées par une multitude d'organismes et de poissons pour venir se reproduire, se nourrir. Bref, pour venir, parce qu'il y a une accumulation de matière organique. Ces coraux profonds vont souvent être trouvés dans des zones de relief, donc du coup, ça va accumuler les particules et du coup, il y aura plus de nourriture que dans un environnement autre. Et donc, on a aussi, ça a été la grosse découverte du siècle, on va dire, c'est la découverte des sources hydrothermales en 1977. Alors, l'histoire dit que, ce qui était étonnant quand les scientifiques ont découvert les sources hydrothermales, c'était pas de découvrir des sources d'eau chaude, parce que les géologues qui ont plongé avec le sous-marin Alvin en 77 s'attendaient à voir des sources d'eau chaude liées à la tectonique des plaques, mais ce à quoi ils s'attendaient pas, c'est de voir une faune extrêmement luxuriante. Donc l'histoire dit il n'y avait pas de biologistes à bord du bateau, donc l'histoire dit qu'ils ont appelé par radio les biologistes en disant mais là c'est incroyable, on a vraiment une faune extrêmement luxuriante, on comprend pas ce qui se passe. Puis les biologistes ils ont dit vous déconnez, c'est pas possible, il n'y a pas de nourriture dans les grands fonds, comment est-ce possible? Et du coup ça a pris quelques mois pour qu'on identifie comment c'était possible de soutenir une biomasse aussi extrême. Et en fait, c'est grâce à la chimiosynthèse. Alors, les organismes de la surface des océans plus les organismes terrestres vont dépendre du processus de photosynthèse. Donc, c'est l'énergie solaire qui va servir à produire la nourriture. Et les acteurs, ça va être des plantes ou des algues. Et au niveau des sources hydrothermales, ça va être des micro-organismes qui vont utiliser l'énergie chimique de ces fluides très chauds qui ressortent pour former de la matière organique et ils vont devenir à la base de la chaîne alimentaire. Donc, c'est des micro-organismes, des bactéries ou des archées. Et c'est ce qui explique finalement des biomasses animales extrêmement importantes puisque localement, en fait, il y a une production de sources de nourriture. Ensuite, un peu plus tard, en 77, ça a été les sources hydrothermales, donc cette découverte de la chimiosynthèse et finalement de se réaliser que la vie était possible presque sans la lumière du soleil. On a découvert d'autres écosystèmes au début des années 80 qui s'appellent les sources de fluides froides, les SIPS en anglais. Donc ces SIPS, c'est pareil, on s'est ramassé avec, ici on a des grands assemblages de moules avec des grands vers ciboglinidés. Et c'était un peu la même surprise, essayer de comprendre pourquoi il y avait une biomasse aussi élevée. Et ce qu'on a découvert, c'est que ces sources de fluides froids, on les trouve en marge de nos continents. Et comme il y a énormément d'accumulation de matière organique, des arbres, des branches, tous des débris qui arrivent au fond, ces débris vont s'enfoncer doucement dans le sédiment,
assez profonds, vont être dégradés par des micro-organismes en profondeur et cette dégradation va produire des hydrocarbures, hein, c'est comme ça qu'on forme le pétrole en fait, des hydrocarbures dont le méthane. Ce méthane va remonter à la surface du plancher océanique sous la forme d'un espèce de suintement, contrairement aux sources hydrothermales qui, eux, ils pulsent. Là, les sources froides, c'est vraiment un espèce de suintement. Et le méthane et le sulfure qui vont être produits vont être utilisés par des micro-organismes qui vont devenir, comme dans le cas des sources hydrothermales, à la base de la chaîne alimentaire et pouvoir soutenir justement des biomasses animales assez importantes. Un peu plus tard, encore plus surprenant, un scientifique qui connaissait bien les sources hydrothermales et les sources de fluide froid trouve une carcasse de baleine par hasard en plongeant et puis en s'approchant, il dit c'est quand même bizarre, je vois des vers cyboglinidés, je vois ça dans les sources hydrothermales, les sources froides, qu'est-ce que ça fait autour de la carcasse de baleine? Donc il était très intrigué par sa découverte et donc il s'est dit je vais immerger une carcasse de baleine et je vais voir ce qui se passe. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, ce qu'il a observé, c'est que quand une carcasse de baleine arrive au fond, du coup, au départ, c'est la chair et tout ça qui va être consommée par des organismes, des gros requins, des poissons anguilliformes, voilà, qui vont venir vraiment consommer la chair. Au bout d'un moment, quelques mois, il va rester que les os. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au bout de plusieurs années, en fait, la dégradation de ces os dans l'eau de mer va produire de l'hydrogène sulfuré qui va permettre à des micro-organismes de s'installer et former, au bout de plusieurs années, un écosystème qui va ressembler en fait à celui des sources hydrothermales ou des sources de fluide froid avec des espèces un peu voisines. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'une carcasse de baleine simplement peut soutenir la vie jusqu'à de 25 à 50 ans au fond de l'océan. Donc vous pouvez vous imaginer que la chasse à la baleine, qui a justement décimé des milliers d'individus, a sûrement influencé en fait toute cette colonisation dans les grands fonds, puisque le nombre de carcasses a vachement diminué. Et plus que ça, il y a même des organismes comme ce petit ver mangeur d'os qui se spécialisent dans la dégradation des os. Et si on met un os n'importe où dans le fond de l'océan, on va retrouver de l'océdax. Donc ça veut dire qu'il y a certains organismes qui vont avoir des larves un peu partout et qui vont dépendre de l'arrivée d'un substrat particulier pour s'installer. Hyper réactifs les organismes des grands fonds. Donc pour résumer, les écosystèmes benthiques profonds, maintenant on dit c'est comme une mosaïque d'habitats, c'est vraiment un paysage. On a des sources hydrothermales, donc au niveau des dorsales océaniques, donc on va être là où se forme la nouvelle croûte océanique, où là c'est la chimiosynthèse qui va soutenir l'écosystème. On va avoir nos carcasses de baleines, pareil, chimiosynthèse. On va avoir notre plaine abyssale qui, elle, va dépendre plutôt de la photosynthèse, donc cette grande plaine abyssale. Ensuite, quand on s'approche des continents, on va avoir nos fameuses sources de fluide froid en bordure des continents, donc pareil, la photosynthèse. Et puis, plus sur le talus ou sur les ciments, on va retrouver nos coraux profonds qui, eux, sont dépendants de la photosynthèse, donc de beaucoup de particules autour d'eux. Donc voilà, donc là on a vu un peu un portrait de ce qu'on connaît maintenant, hein, sachant, on se rappelle quand même qu'on a moins de 1% qui a été observé et échantillonné et qu'on n'est pas au bout de nos découvertes. Alors comment on étudie les grands fonds? Donc ça a été une espèce de méga saga quand même au cours du temps. Donc il faut savoir que à la fin, des années 1800, il y avait quand même une théorie qui disait que les fonds marins étaient azoïques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie dans les grands fonds. C'est la théorie de Edward Forbes. Et il a fallu attendre vers la fin des années 1800, lors de la grande expédition autour du monde du HMS Challenger, donc un navire britannique, qui a commencé à échantillonner à partir du bateau, parce qu'on n'avait pas encore les engins sous-marins à l'époque, à partir du bateau, des organismes de plus en plus profonds. Ils ont découvert qu'il y avait de la vie jusqu'à 5500 mètres de profondeur, et il a fallu attendre vraiment ça pour détruire la théorie de Forbes. Et dans les 4 ans d'exploration de ce navire océanographique, il y a au moins 4700 nouvelles espèces qui ont été répertoriées. Donc après, il a fallu attendre quand même le début du XXe siècle, donc pour que les premiers humains aient ce risque à aller dans les grands fonds marins, et eux, c'était vraiment des aventuriers, hein.
Donc, c'était Beebe and Barton, des Américains qui avaient bâti cette bâtisphère. Donc, je vous invite à voir le film Océanautes. C'est assez surprenant parce que, en fait, c'est vraiment juste une sphère qui pend, qui descend dans l'eau la fermeture, en fait, se fait avec des gros écrous. Ils s'enferment là-dedans, ils ferment les écrous et puis ils se font balancer par-dessus bord. Et il y a dans ce film, justement, on voit qu'il y a un petit souci avec le bathyscaphe et ils disent, on va quand même le tester. Ils le réparent et on va quand même le tester avant de descendre. Ils descendent le truc, ils le remontent et ils ouvrent justement ce truc. Et là, il y a une espèce de jet d'eau qui sort du truc. Et voilà. Et donc, le lendemain, ils ont plongé sans problème. Donc, à l'époque, c'était vraiment des aventuriers. Après, il y a eu Picard et Walsh qui ont été les premiers à descendre avec le Trieste dans la fosse des Mariannes. Et ça a pris plusieurs années avant que ce record d'accession aux grandes profondeurs se fasse, avant qu'il y ait d'autres humains qui descendent dans la fosse des Mariannes. Après, il a fallu attendre les années 60 pour que les premiers petits engins, ce qu'on appelle les sous-marins scientifiques, soient développés avec le Alvin, le sous-marin américain, puis le Nautil et puis d'autres. Faut savoir que des sous-marins scientifiques, il y en a très peu dans le monde, il y en a moins de 10. Donc, c'est quand même une technologie qui demeure quand même assez compliquée. Et après ça, on a vu l'arrivée ce qu'on appelle les ROV, les Remotely Operated Vehicles, en 88 avec et là c'est des robots en fait qui sont téléopérés de la surface et ça il y en a beaucoup qui se sont développés particulièrement avec l'industrie pétrolière. Ceux-là sont scientifiques mais il y a aussi l'industrie pétrolière qui en a développé beaucoup. Après, on a vu l'arrivée de ce qu'on appelle les AUV, donc c'est Autonomous Underwater Vehicle, donc c'est vraiment des robots. On leur donne une programmation. Ils sont surtout utiles pour faire de la cartographie. Ils ont des capteurs. On peut prendre certains paramètres physico-chimiques de la colonne d'eau. Ils peuvent faire de l'image, mais ils peuvent pas échantillonner, contrairement aux sous-marins scientifiques habités ou téléguidés. Et puis, plus récemment, on a développé ce qu'on appelle les observatoires grand fond. Donc, les ROV, comme je vous le disais, c'est des sous-marins qui sont téléguidés à partir de la surface. Vous voyez à peu près la taille que ça fait par rapport à un humain. Donc, que ce soit les ROV ou les sous-marins, les petits sous-marins scientifiques habités, c'est des sous-marins qui ont des bras, qui pour pouvoir échantillonner la faune, les roches. C'est des sous-marins qui ont des caméras, donc à chaque fois qu'on plonge, on recueille l'imagerie, c'est une donnée en soi. Hein. Ils ont des paniers rétractables dans lesquels on peut mettre différentes instrumentations qui nous permettent d'aller prendre des sédiments, qui nous permettent d'avoir des boîtes pour récupérer la faune de façon isotherme, des aspirateurs à faune pour échantillonner la faune de plus petite taille. On a toutes sortes de capteurs de température, en tout cas de différents paramètres physico-chimiques. Donc, comment c'est piloté un ROV? Là, vous voyez ici en haut sur le bateau le petit container jaune. En fait, c'est un container dans lequel on va retrouver les pilotes et les scientifiques. Donc, on a une série d'écrans devant nous. Alors, le rôle des pilotes, ça va être vraiment d'opérer le véhicule au fond. C'est eux qui vont manipuler les bras, c'est eux qui vont faire déplacer le véhicule. Et puis, le rôle des scientifiques, mais c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'il y a à faire pendant cette plongée. Donc, à chaque plongée, on a une espèce de liste d'épicerie, de trucs à faire. Et c'est à nous, scientifiques, de dire aux pilotes, voilà, on va là, on fait ça. Voilà, c'est vraiment une coopération entre eux et nous pour échantillonner les fonds marins. Donc, les sous-marins habités, là, vous voyez ma dernière plongée, j'étais contente. Parce qu'il faut savoir, c'est quand même des occasions rares, même si ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai une douzaine peut-être de plongées en sous-marin habité. On travaille beaucoup avec les robots et dans une campagne qui peut durer 30 jours, par exemple, avec un sous-marin habité, on est 30 scientifiques, donc ça fait une plongée si t'es chanceux et que la météo est là et que voilà toutes les conditions sont réunies, donc t'es content quand ça arrive ton tour. Donc là vous voyez voilà ça c'est
le sous-marin de la flotte océanographique française, donc le Nautile. Vous voyez les hublots, c'est vraiment des petits hublots minuscules. Hein, c'est assez frustrant d'ailleurs, on aurait envie que ça soit un grand machin, mais non. Parce que justement la pression est assez élevée. Le Nautile, tous les sous-marins habités qui ont été construits pour l'instant descendent à 6500 voire 7000 mètres pour les sous-marins chinois. Parce que avec cette profondeur-là, on a accès à 98% des fonds océaniques. Et le sursaut technologique qu'il faudrait pour avoir des sous-marins habités qui descendent plus profond est extrêmement coûteux. Et du coup, déjà, on a encore assez de boulot pour quelques années. Voilà. Et ça, c'était juste pour vous montrer. Donc ça, c'est ma plongée que j'ai fait en novembre 2023. Et vous voyez, j'ai pris des photos de mon hublot. Vous voyez les fluides hydrothermaux qui sortent. Et ça, c'est extrêmement... c'est très impressionnant parce que pendant ma thèse, par exemple, j'avais étudié un édifice hydrothermal. Donc, ces édifices hydrothermaux, ils sont liés à l'accumulation des particules. Vous voyez le panache noir qui sort, là, il sort à 350-400 degrés Celsius. Ce fluide chaud, il arrive en contact avec de l'eau de mer hyper froide. Donc, du coup, tous les éléments chimiques vont précipiter et c'est l'accumulation très, très lente, comme c'est des espèces de méga stalagmites, finalement. Une accumulation très, très lente de ces minéraux qui va former ces structures qui peuvent faire jusqu'à, entre 10 et 20 mètres de hauteur. Et c'est vrai que quand tu travailles avec des images 2D, tu te dis, voilà, 10-20 mètres, tu essaies de t'imaginer, mais quand tu es en sous-marin et que tu remontes le long des parois d'un édifice comme ça, que tu te dis, le fluide là qui est juste sur l'autre bord de mon hublot, il est à 350 degrés Celsius, ça fait différent, quoi. Et notre œil, il comprend en 3D aussi. Donc, tout le relief, tout ça, moi, je sais que la première fois que j'ai plongé, j'ai énormément de choses qui se sont transformées dans ma tête. Alors, un autre moyen beaucoup plus récent qui a été développé pour étudier les grands fonds, c'est ce qu'on appelle les observatoires fonds de mer. Alors, il faut savoir que avant, on allait en mer une fois par année. Certains sites, des fois, on était assez chanceux pour avoir une campagne 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard sur le même site. Et il y avait tout un aspect de la temporalité où on n'avait pas accès. Et donc, il y a eu un grand mouvement au niveau de la communauté internationale pour se dire comment on fait. En fait, il y a plein de processus de reproduction, de cycle de vie des espèces, des changements environnementaux qui peuvent avoir lieu. Mais nous, on a une photo ici, on fera la photo 4 ans plus tard ou 2 ans plus tard, et on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc, on a développé ce qu'on appelle les observatoires fonds de mer. Donc, vous avez ici un petit sketch parce qu'on a fait une collaboration avec un BDiste. Donc ça, c'est l'observatoire qu'on appelle EMSO Açores, qui est déployé à 1700 mètres de fond au large des Açores. Et l'idée de ces observatoires, en fait, ici, vous avez 2 nœuds d'énergie, là et là. Donc c'est des batteries au lithium qui sont au fond, qui vont alimenter nos capteurs, qui vont aussi les piloter et recueillir la donnée. Et donc on installe nos capteurs. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est multidisciplinaire. Donc il va y avoir des chimistes, il va y avoir des physiciens, il va y avoir des géophysiciens, des biologistes. Et du coup, on essaie de se faire une histoire de la dynamique temporelle de l'écosystème, vraiment en prenant toutes les parties de l'environnement. Donc pour l'instant, il y a 2 observatoires sur les sources hydrothermales, parce que ça c'est mon domaine de recherche, un au large des Açores, comme je le disais, à 1700 mètres de fond, et on est aussi installé sur un gros réseau d'observatoires Ocean Networks Canada, au large du Canada, à 3200 mètres de fond, où on est aussi implanté sur des sources hydrothermales. Et ça aussi, ce qui est important, c'est de dire, tous ces instruments, en fait, il a fallu les développer parce que tu vas pas à l'épicerie du coin chercher ta caméra ou chercher ton capteur. Donc, il y a tout aussi cet aspect de développement en collaboration avec des ingénieurs pour dire, par exemple, nous, on a développé, on a appelé Tempo, vous la voyez là. Donc, c'est une caméra qu'on a dû développer, qui a été branchée. Ce qu'on voulait aussi, c'est d'avoir les facteurs environnementaux en même temps que d'étudier la faune. Donc, on a fait développer un petit module environnemental qui était déployé dans la faune, près de la faune qu'on filmait. Donc, un aspect développement quand même assez important dans notre travail.
Ça, c'est juste pour vous montrer la taille, parce que, alors, évidemment, mettre à l'eau des sous-marins, ça fait plusieurs tonnes, hein, donc il y a besoin d'un gros bateau. Alors ici, on a le plus gros quand même, c'est le navire océanographique Pourquoi pas, qui est l'un des plus gros de la flotte océanographique française. Il fait 100 mètres de long par 20 mètres de large. Donc vous voyez, c'est vraiment des gros navires, et on arrive à remplir toute la plage arrière avec notre bazar. Voilà. Donc vous voyez la taille des humains autour de ça. Donc le travail à bord, évidemment, sur des gros navires comme ça, on a une capacité presque égale à ce qu'on peut faire en laboratoire. On a 250 mètres carrés de laboratoire avec tous les instruments nécessaires, les frigos, les centrifugeuses, les hottes, les différents types de hottes, les chambres froides. Donc vraiment, on a une capacité presque comme si on était à terre. Donc vous voyez là, différents les échantillons qui remontent, les traitements en chambre froide, l'équipage qui nous aide à remonter des mouillages. Donc c'est vraiment très effervescent. C'est très intense, une campagne à la mer. Hein. T'as 3 semaines de mer et t'as 3 semaines de repos à la maison après pour récupérer. Voilà, mais là on voit toujours des scientifiques qui travaillent avec des petites caméras qu'on a développées, qu'on met au fond, des géologues des géochimistes plutôt, qui travaillent sur des espèces de seringues. Voilà, un travail intense à bord. Et la vie à bord, c'est pas que des scientifiques non plus, parce qu'on a besoin vraiment de tout l'équipage pour mettre en œuvre tous ces instruments. Donc il y a évidemment les marins qui nous donnent un grand coup de main sur le pont pour mettre à l'eau les appareils. Il y a l'équipe cuisine, ça c'est le moral des troupes, hein. Quand le cuisinier est bon, tout le monde est content. Il y a les électroniciens, les mécaniciens qui entretiennent le bateau, qui entretiennent tout le réseau bord aussi, parce qu'on a une capacité satellite énorme. Et puis évidemment l'équipe des engins sous-marins, là c'était l'équipe Nautile. Alors, on va revenir un peu plus sérieux, parce que... Alors, pourquoi l'océan est important? Quelles sont les menaces? Bon, l'océan, comme je l'ai dit, c'est important pour la régulation de notre climat. C'est important parce que c'est impliqué dans les grands cycles biogéochimiques, hein, les apports d'oxygène, de carbone. Il y a énormément de potentiel dans les océans, parce qu'il dit découverte de nouvelles espèces, dit découverte potentiellement de nouvelles molécules, de nouvelles façons de fonctionner, et plus particulièrement dans les grands fonds, parce qu'on est dans des conditions extrêmes. Donc il y a de la pression, il y a des températures élevées, il y a des métaux lourds, il y a de la radioactivité, on a plein de choses, et ce qui fait que les espèces qui ont dû s'adapter, du coup, ont développé différentes façons de s'adapter à ces conditions extrêmes, et dans ces modèles-là, on peut trouver des choses qui peuvent être intéressantes pour la médecine, pour la biotechnologie ou pour les cosmétiques. Et évidemment, ça a une valeur émotionnelle, artistique important. L'océan et les fonds océaniques, c'est inspirant pour plein d'artistes. L'océan aussi profond, c'est des ressources. Alors on a déjà commencé à exploiter les ressources biologiques des grands fonds avec la pêche ici de l'empereur, qui est une espèce qui vivait qui vit toujours, mais autour des monts sous-marins, qui a été vraiment presque surpêché jusqu'à ce qu'on mette des quotas en place. En haut, c'est des productions de PHA par des micro-organismes. Donc c'est des micro-organismes qui créent des plastiques biodégradables. Et là, il y a plein d'applications qui sont en train d'être observées pour non seulement parce que c'est des plastiques qui se biodégraderaient, mais qui peuvent aussi être utilisés dans la médecine pour l'ingestion de médicaments ou pour faire des prothèses, ou enfin c'est une avenue assez importante. On a évidemment des ressources énergétiques dans les grands fonds, donc on parle de pétrole et de gaz, et on voit qu'avec le Deepwater Horizon, qui était un des puits les plus profonds à 3000 mètres de fond, vous vous rappelez l'accident qu'il y a eu en mer, comment c'est compliqué en fait d'intervenir dans les grands fonds.
Et puis finalement, on a des ressources minérales qui sont de plus en plus convoitées par l'industrie minière. Je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Alors, de quoi on parle quand on parle des ressources minérales des grands fonds? Alors, il y en a 3 types. On a ce qu'on appelle les croûtes de manganèse. Donc, c'est des croûtes qui vont se former autour de nos monts sous-marins. C'est une précipitation chimique, peut-être médiée par des micro-organismes, qui fait qu'il y a une croûte de quelques centimètres qui va se former autour de nos monts sous-marins. Et cette croûte, elle va être riche en plein de choses, le cobalt, platinum, tellurium. C'est une ressource qui est présente en surface. Il faut voir ça comme une espèce de couverture qui recouvre les monts sous-marins. Et c'est une petite échelle, c'est quelques mètres carrés. Après, on va avoir nos fameux nodules polymétalliques ou nodules de manganèse, bon, ils ont plein de noms, qui vont être riches en cuivre, nickel, cobalt, lithium. C'est une ressource de surface, hein, c'est des nodules, ils sont là, ils sont en surface des sédiments, mais c'est sur des très très grandes surfaces, sur des milliers de kilomètres carrés. Et ces nodules, un peu comme les croûtes de manganèse, sont aussi liés à une précipitation chimique des éléments dans l'eau de mer, peut-être médiée par des micro-organismes. Et enfin, la dernière ressource, elle est liée à nos fameuses sources hydrothermales, parce que nos fumeurs, pendant des centaines d'années, ça fume, et au bout d'un moment, ça va s'arrêter, mais ça a accumulé énormément de ressources minérales, surtout cuivre, zinc, or et argent. C'est une ressource il faut voir ça, c'est des espèces de grands monts qui vont faire quelques centaines de mètres carrés, des surfaces beaucoup plus petites que les nodules polymétalliques, mais une ressource différente parce que c'est une ressource en 3D, on va dire, par rapport aux nodules. Alors, à quoi ça sert nos ressources minérales? Eh ben, ça sert à nos appareils électroniques, donc dont on a, donc on a un besoin croissant, et on dit que les ressources minérales seraient indispensables à la transition énergétique. Alors, on nous parle de ressources renouvelables, mais en fait, si on pense aux voitures électriques, aux panneaux solaires ou aux éoliennes, en fait, je suis désolée de vous dire, effectivement, le vent, c'est renouvelable, le soleil, c'est renouvelable, mais ces appareils, ils utilisent des ressources minérales, d'où la demande croissante à l'échelle internationale pour l'utilisation de ressources minérales. Pourquoi on a une demande croissante? Parce que déjà, les mines terrestres deviennent de plus en plus difficiles à exploiter, parce il y a une demande mondiale qui est en forte expansion, et les ressources sont pas distribuées de façon homogène sur la planète. Donc il y a des pays qui sont très avantagés, la Chine, la Russie, le Canada, mais il y a des pays comme l'Europe qui sont très dépendants en fait de d'autres pays pour acquérir ces ressources minérales. Donc il y a un déséquilibre, il y a des enjeux géostratégiques, et vous voyez comment Trump y force pour aller chercher les ressources en Ukraine. Ben oui, il y a des gros enjeux qui se jouent là. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que chacune de ces ressources dont je vous ai parlé, donc que ce soit les nodules, les encroûtements ou les sulfures, c'est un écosystème. C'est différent de ce qui se passe ailleurs dans la plaine abyssale. Je vous l'ai montré, les nodules, chaque nodule, en fait, il abrite une faune qui est certes pas visible, mais qui est toute petite, mais qui est spécifique à ce nodule. Et à côté, c'est pas pareil. Donc, si j'enlève le nodule, j'aurai pas la même faune. Les monts sous-marins, souvent, c'est des lieux, un peu des oasis de vie, parce que il y a des particules, comme je vous ai dit, les coraux d'eau froide, ils aiment bien être dans les zones de forte concentration en particules. Donc, du coup, il y a des poissons, il y a des mammifères marins qui vont venir autour de ça. Donc, les croûtes de manganèse, elles sont présentes sur ces monts sous-marins. Et puis, les massifs de sulfure, donc résultant de l'activité hydrothermale, c'est pareil, on a beaucoup étudié les sources hydrothermales actives, on connaît beaucoup moins ce qui se passe sur les sources hydrothermales inactives, qui sont, elles, convoitées par l'industrie. C'est des sujets de recherche là qui nous intéressent en ce moment, mais les études préliminaires montrent que la biodiversité, donc évidemment c'est pas visible, mais si on va dans ce sédiment, en fait, dans cette roche, on se rend compte que la biodiversité serait supérieure à celle qu'on retrouve sur les sources hydrothermales actives. Donc, c'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas. Et juste pour un petit rappel aussi, le temps de formation de ces ressources, on parle de millions d'années pour les nodules, on parle de millions d'années aussi pour les croûtes, les encroûtements.
de milliers d'années pour les sources hydrothermales. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi on parle de ressources renouvelables. Donc les engins miniers, ben ça c'est un peu des vues d'artistes, mais montrer l'échelle des gens à côté, ça ne sera pas des petits trucs, quoi. C'est un peu comme les mines terrestres, hein, ça va être des méga engins qui vont venir broyer ou aspirer la roche. Et nous, on s'intéresse beaucoup à quels pourraient être les impacts potentiels d'une telle exploitation. Donc, évidemment, il y aura des impacts directs. Hein. L'extraction de la ressource, c'est une destruction d'habitat, ça, c'est comme ça. Mais aussi beaucoup d'impacts indirects. Il faut s'imaginer, vous voyez, des engins sous-marins qui vont broyer la roche. Évidemment, il y aura des gros panaches de particules. On est dans un espace en 3D, donc dépendamment de l'hydrodynamisme local, ça ne se passera pas de la même façon. Ça veut dire que sur chaque ressource, il va falloir avoir une bonne idée de l'hydrodynamisme pour savoir à quelle distance vont se disperser ces panaches. Il va y avoir des rejets opérationnels, ce qu'on imagine des pipelines qui vont remonter les minerais. Donc, et ils vont se débarrasser évidemment des particules fines, ça les intéresse pas, donc ils vont rejeter ça quelque part dans la colonne d'eau. Il va y avoir du bruit, des vibrations, de la lumière dans un environnement qui est normalement sans lumière, donc énormément d'impacts potentiels. Et nous, on travaille beaucoup quand même avec l'industrie, parce qu'on se dit, si ça se fait, il y a peut-être des moyens aussi que les appareils qu'ils développent soient moins impactants pour l'environnement. Donc, on essaie de garder quand même un dialogue. Juste pour vous dire qui est responsable en fait de ces ressources minérales. Alors ici, on a ce qu'on appelle la zone économique exclusive et puis l'extension du plateau continental. Donc, les ressources qui sont dans ces zones-là, donc c'est-à-dire les ressources qui appartiennent au pays, c'est le droit minier de chaque pays. Donc, c'est chaque pays qui décide de ce qu'il fait de ses ressources minérales. Et en dehors, dans ce qu'on appelle la zone internationale, ça va être une autorité onusienne qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins qui va gérer l'exploration et l'exploitation des ressources minérales dans le respect de l'environnement. Donc, ça s'appelle la IFM en short. Donc, pour l'instant, la IFM n'a délivré que des contrats d'exploration. Donc, il y a plusieurs pays qui ont prétendu, dont la France, aux différentes ressources. Donc, vous avez les nodules polymétalliques en mauve, les croûtes de manganèse en orange et les dépôts massifs de sulfure en bleu. Donc, vous voyez les différents pays qui ont des concessions, c'est des concessions d'exploration. Donc, quand on a un permis d'exploration, le rôle, c'est de renseigner la ressource et l'écosystème. Donc, la France a 2 de ces permis d'exploration. C'est l'IFREMER qui gère ces permis d'exploration. Et on se doit d'acquérir des connaissances fondamentales sur la ressource et sur les écosystèmes associés et rapporter ça à l'Autorité internationale des fonds marins. Pour l'instant, il n'y a aucun permis d'exploitation dans les eaux internationales. Ces permis sont en fait, les codes miniers est en train d'être rédigés et nous, on travaille en étroite collaboration avec l'AIFM pour essayer d'avoir des règles environnementales les plus costauds possibles. Aussi pour dire qu'on a un manque de connaissances énorme pour pouvoir renseigner où est-ce qu'on pourrait faire des zones protégées, comment ces écosystèmes sont connectés, comment faire pour protéger et être sûr qu'il n'y aurait pas de dommages irréversibles à l'environnement si jamais l'exploitation se faisait. Donc c'est chaud. Pour l'instant, il y a plusieurs pays qui ont signé un moratoire au niveau de la IFM, dont la France, pour dire on prend un peu de recul, on attend un peu et puis on se donne 10 ans pour acquérir encore un peu plus de connaissances pour pouvoir faire ça au mieux si ça se fait. Voilà. Donc les enjeux, les questions, je viens de les dire, hein, un besoin de connaissances fondamentales sur le fonctionnement de ces écosystèmes. On connaît pas les espèces, on connaît pas leur cycle de vie, même sur des espèces qu'on connaît beaucoup, on connaît pas leur moment de reproduction. La connectivité, comment tous ces sites sont reliés, les sources hydrothermales, la plaine abyssale, voilà, comment tout ça est lié ensemble. Comment ces écosystèmes feraient pour réagir en cas d'impact. Et évidemment les liens avec la circulation océanique.
Alors, des ressources potentielles, mais il y a des contraintes. Hein. Quels seront les impacts? Est-ce que la société accepte il y a un compromis à faire hein, entre nos besoins et aller vers un nouvel endroit à exploiter. Il y a aussi des comparaisons avec les mines terrestres. Il y a des gens qui disent les mines terrestres, ça affecte aussi des populations. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'aller dans les grands fonds puisqu'on n'affecte pas en tout cas des populations humaines, évidemment. Et aussi les alternatives, parce que la sobriété, consommer moins, sensibiliser, c'est aussi une façon de ralentir en fait ce pulse. Comme je le disais, nous on est en étroit lien avec l'autorité internationale des fonds marins pour essayer de voir c'est quoi les services rendus par ces écosystèmes. Est-ce que c'est pas plus important d'avoir plein d'espèces desquelles on peut extraire peut-être des molécules plutôt que d'aller extraire des ressources et de détruire un habitat, et donc éviter, réduire, compenser, le principe de précaution, comment on établit une gestion environnementale, est-ce qu'on peut établir des aires marines protégées, quelles zones faudrait protéger pour être sûr qu'on préserve en fait la biodiversité. Et comme je le disais tout à l'heure, les régulations internationales sont en cours d'élaboration. Donc, il y a un code minier qui est en cours de rédaction qui va peut-être sortir en 2025 parce qu'il y a un fort lobby des compagnies. Mais les scientifiques aussi se tiennent debout. Donc, comme je disais, il y a un moratoire. Et il y a l'arrivée du BBNJ. Donc, BBNJ, c'est un nouveau traité qui a été signé il n'y a pas longtemps, c'est la biodiversité en haute mer. Donc, comment vont s'entendre en fait ces deux instances en fait entre la IFM qui a des velléités d'exploitation dans la protection de l'environnement, mais BBNJ qui est vraiment la protection de la biodiversité. Ça va être intéressant de voir comment ça va s'articuler. Voilà, et juste pour terminer, chaque campagne qu'on fait, en fait, c'est quand même vrai, on trouve des nouvelles espèces. Donc, un champ incroyable devant nous à découvrir. Et puis, on travaille beaucoup dans mon laboratoire à essayer de sensibiliser parce que je pense que les citoyens ont quand même leur rôle à jouer sur ce qui va se passer. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils étaient prêts à exploiter des ressources minérales dans leur territoire et les ONG et la population s'est levé debout et ça s'est pas fait. Donc voilà, on a encore un pouvoir. Donc nous, on multiplie en fait les conférences. On travaille de plus en plus en arts et sciences, donc avec des artistes pour essayer de sensibiliser le plus de monde possible à la beauté en fait de ces écosystèmes marins profonds. Et puis, dernièrement, j'ai publié avec une journaliste Thalassa un atlas des abysses, si jamais ça vous intéresse. Ça raconte un peu ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire les écosystèmes, comment on y accède. Et puis, il y a on a choisi quelques espèces un peu emblématiques dont on raconte un petit peu la biologie et l'écologie. Et puis, il y a des magnifiques illustrations qui ont été faites par une artiste qui s'appelle Julie Terrazzoni, qui s'est inspirée de photos, de vidéos et tout ça pour agrémenter cet atlas. Voilà. Et juste terminer en disant que pour nous, mieux comprendre le milieu naturel, c'est vraiment se donner les outils pour mieux le protéger. Il y a des gens qui disent, mais si vous y allez pas, on saura pas ce qu'il y a. Oui, mais si on n'y va pas, ça va faire comme dans les années 70 où on enfouissait des déchets nucléaires parce qu'on disait que les grands fonds, de toute façon, c'était un truc là-bas et que ça avait aucun lien avec rien d'autre. Donc, je pense que la connaissance, non, c'est important pour justement protéger cet environnement et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous levez la main, voilà, et je vous amène le micro. Je vais vous mettre une petite vidéo pour vous distraire pendant les questions. Merci beaucoup pour votre intervention et je voulais vous poser la question concernant les pays présents sur ce territoire à défricher et voilà.
Attendez, je ne vous écoutais pas. Attendez, il faut que je mette ma petite vidéo, après je suis à vous. Ah, vous voyez plus? Bon, ben, Et là, vous voyez ou pas? Ah non. Bon, ben, le vidéo marche pas. Je vous écoute, pardon. Oui, non, je voulais savoir quels étaient les pays qui étaient en place dans ces fonds marins, qui sont présents et qui attendent de pouvoir exploiter tout ça. Quels sont les pays, tous les pays au monde qui se lancent dans cette, j'imagine, la Russie? Ben, beaucoup les pays industrialisés, en fait. C'est les pays industrialisés qui ont accès, en fait, à ces ressources minérales. La France en fait partie, le Canada, la Russie, le Japon, la Corée, les États-Unis. Voilà, il y a, on va dire, tous les pays industrialisés. Il faut savoir que l'autorité internationale des fonds marins a pour velléité l'exploration et l'exploitation des ressources minérales dans le respect de l'environnement. Donc, quand même, il faut qu'ils remplissent cette fonction-là. Et comme les fonds marins dans les zones internationales sont patrimoine commun de l'humanité, il y a une obligation, si jamais il y a exploitation, que les dividendes soient répartis à travers tous les pays de la planète, quoi. Donc il y a quand même pas mal de garde-fous, et il faut voir ce que ça donnera. Voilà. Et comme je disais, on travaille quand même avec l'industrie pour c'est rien, mais en tout cas, c'est déjà ça. Déjà pour essayer de comprendre quels pourraient être les impacts. Je sais qu'on a des collègues qui ont travaillé avec un organisme belge qui ont développé un petit extracteur de nodules, donc essayer de montrer en fait quel est l'impact sur la faune si on récolte les nodules, des impacts à court terme, à long terme, comment la faune c'est pas inintéressant d'essayer de comprendre comment la faune va réagir à ça, mais évidemment, l'échelle d'une extraction, c'est pas l'échelle d'une petite étude pilote, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez parlé de votre expérience dans le Nautile, oui. Mais j'ai un peu besoin d'en savoir plus. J'ai 3 points où j'aimerais bien en savoir plus. Oui. Déjà, j'aimerais bien, vous avez parlé des fumeurs qui vous avaient impressionné, mais est-ce qu'il y a une autre expérience, un autre moment où vous étiez vraiment sous le choc de ce qu'il y a dans les abysses? Ensuite, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu aussi de votre ressenti au niveau du corps, donc physiquement. Est-ce qu'il y a un impact d'aller aussi profond? Est-ce que vous avez ressenti quoi que ce soit? Et ensuite, plus mentalement, ça fait quoi d'être dans les abysses? Enfin, je suppose que vous avez un peu la même expérience que d'être dans l'espace. Donc, est-ce que vous avez des choses à me dire, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup de questions. Alors, chaque plongée est un émerveillement. Ça, comme je le dis, j'en ai pas fait énormément dans ma vie, donc quand c'est ton tour, évidemment, tu rends compte de la chance que t'as, que tu descends et que peut-être le petit bout que tu vois là, il y a jamais personne qui a posé les yeux dessus. Donc déjà, ça, moi, je trouve ça incroyable. Et puis, faut dire que les sources hydrothermales, c'est des environnements géologiques magnifiques, quoi. Chaque source hydrothermale a une forme, a une faune. C'est vraiment, à chaque fois, moi, je suis éblouie de cette beauté. Puis les rencontres avec des animaux comme ça, comme des poulpes ou des grands poissons ou des requins, c'est toujours, c'est toujours impressionnant, quoi, de faire des rencontres au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'on ressent? En fait, c'est comme être dans un avion. Ça, c'est un peu décevant, comme c'est hyper ordinaire. Non, mais c'est pressurisé, donc il n'y a pas de contrainte physique du tout. Le seul truc, c'est la claustrophobie quand même, parce qu'on est 3 dans une sphère de 2 mètres cubes pendant 9 heures de temps, sans toilette, C'est quand même assez intime. Donc c'est peut-être la seule contrainte donc on est testé pour la claustrophobie et sinon il n'y a pas de truc particulier. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre défense de l'environnement. Je voudrais savoir si dans vos descentes, dans vos plongées, est-ce que vous êtes équipé de détecteurs de radioactivité
premièrement. Ensuite, est-ce que la radioactivité est naturelle ou humaine? Et puis, merci déjà. Merci. Non, on n'est pas équipé de détecteurs de radioactivité. J'ai participé à des campagnes où on en avait et la radioactivité est naturelle. Donc certains sites hydrothermaux sont naturellement radioactifs et donc voilà. Mais on n'a pas systématiquement. Là, c'est des questions qui commencent à se poser aussi sur tous ces cailloux qu'on remonte. Est-ce que voilà. Mais moi, c'est comme avec le formol. Là, traditionnellement, on faisait pas trop attention. C'est vrai que là, on commence à se poser des questions sur les teneurs en amiante, par exemple, de nos échantillons, les teneurs en radioactivité, en métaux lourds et tout ça. Donc mais on sait que les sources hydrothermales, moi je me rappelle en 97, je travaillais à l'époque au Canada avec les États-Unis, on avait remonté des structures hydrothermales complètes pour les étudier d'une part et puis pour le musée de New York d'autre part. Et on a remonté ces structures et en fait là le compteur Gégère il était à Donf. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Moi, j'avais une question par rapport à, vous avez parlé des industriels, vous avez parlé d'autres bureaux d'études, enfin, pas bureaux d'études, et structures scientifiques qui s'intéressent au fond marin. Est-ce qu'il y a une coopération internationale pour mettre en commun les informations, les données? Est-ce que les industriels peuvent fournir des données sur leurs explorations à eux? Oui. Alors, évidemment, la science avance avec ses pairs. Hein, donc, effectivement, on travaille pas tout seul dans notre coin et on publie déjà les résultats de nos données. Il y a énormément de coopération sur les bateaux aussi. On fait des campagnes souvent qui sont pluridisciplinaires et pluri-pays, on va dire. Il y avait une époque où c'était beaucoup plus internationalisé, les campagnes, c'est-à-dire on travaillait beaucoup avec les Américains, les Japonais et tout ça. Et là, les structures, on va dire... de financement sont pas sur les mêmes échelles et tout ça. Et là, c'est plutôt, il y a eu un resserrement depuis moi que je suis à l'Ifremer, plus Europe, mais on travaille beaucoup avec des consortiums européens sur les mêmes questions. Après, on a aussi les congrès qui nous permettent d'échanger nos données. Et de plus en plus, en fait, on se doit de rendre la donnée accessible, non pas que par la publication, mais vraiment les données même brutes pour que d'autres puissent s'en emparer. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les observatoires fond de mer où là, on a de la donnée, de l'imagerie et de données de plein de capteurs qui sont de plus en plus accessibles pour n'importe qui voudrait mener des études supplémentaires ou complémentaires aux nôtres. Moi, je vous pose une question un peu à part. En fait, je me dois de la poser parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ici. Quel est votre parcours académique ou professionnel qui vous a mené à étudier ces écosystèmes? Oh là là, on va dormir ici, non? Non. En fait, moi, je me suis toujours laissée guider par ce que j'aimais faire. Donc, au départ, j'ai adoré la nature et c'est ça qui m'a orientée vers la bio. Donc, j'ai fait de la bio. J'ai pas fait mon cursus ici, donc ça va être un peu différent. Mais bon, donc du coup, j'ai fait de la bio au niveau du lycée et après j'ai fait un début de licence en écologie terrestre. Mais comme j'étais fascinée par l'océan et qu'il n'y avait pas de licence en écologie marine au Québec à l'époque, je suis venue faire ma dernière année de licence en France dans un échange interuniversitaire. Et là, je me suis dit, yes, c'est ça que je veux faire, biologie marine. Donc, c'était déjà un pas. Donc, après, je suis rentrée au Québec. J'ai fait une maîtrise en océanographie où on avait vraiment cet aspect pluridisciplinaire, physique, chimie, géologie, biologie. Et ça, je trouvais ça génial parce que pour comprendre un écosystème, quoi de tel que de mélanger les disciplines. Et dans ce cursus d'océanographie, on avait aussi un cours d'océanographie expérimentale où là, on embarquait pendant une semaine sur un bateau avec tous ces gens. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Là, je veux embarquer sur un bateau. Donc, quand j'ai cherché ma thèse, j'ai vraiment littéralement cherché un chercheur qui travaillait qui partait et qui avait cet aspect hauturier dans son axe de recherche. Et
c'était Kim Juniper, qui est quelqu'un de très connu dans les sources hydrothermales, qui, voilà, j'ai contacté et je me rappellerai toujours, il m'a donné un texte d'une demi-page et en fait, je comprenais pas un mot sur deux de mon nouveau sujet de thèse. Mais voilà, c'est par lui que finalement j'ai eu accès, j'ai eu de la chance parce qu'il travaillait non seulement en hauturier, mais aussi sur les écosystèmes des sources hydrothermales. Et puis après, ben voilà, j'ai eu de la chance parce qu'il faut quand même de la chance pour tricoter son chemin, voilà, jusque-là. Et ouais. Exactement. Faut écouter ses tripes. Faut écouter ses tripes. C'est vrai, hein? Ouais. Merci beaucoup déjà. Et je me posais la question, maintenant qu'on a beaucoup de technologies, on arrive à aller profondément, à récolter plein de données. Mais comment, par exemple, à l'époque, pour le HMS, vous disiez, ils ont réussi à avoir énormément de résultats en allant très profond, mais comment ils faisaient, en fait, avec ce navire de recherche à l'époque, qui était un voilier C'était des échantillons du carottage, hein, parce on a encore, hein, je veux dire, là, on a une grosse campagne qui vient de revenir sur des nodules polymétalliques où il n'y avait pas d'engin sous-marin. On a quand même des bennes, des carottiers qui nous permettent d'aller prendre du sédiment et puis d'étudier la faune. C'est vraiment des moyens de base, peu coûteux, qui nous permettent d'avoir accès. Après, tu fais ça sur une source hydrothermale, c'est un peu la cata quand même. Mais oui, sur l'environnement sédimentaire, c'est quand même plus simple. Et puis, tu as tous les organismes de la colonne d'eau, donc avec des moyens rudimentaires. Merci José pour cette belle conférence. J'avais une question. Quand vous remontez des édifices hydrothermaux ou des animaux du fond, est-ce qu'il y a un effet de décompression? Oui. Évidemment, ouais, parce qu'on part de, comme je disais, quelques centaines de bars à zéro. Au niveau des cailloux, il se passe pas grand-chose, sauf quand on a remonté ces édifices où là, mais c'était plus la chaleur, je pense, la décompensation de chaleur. En fait, on les remontait de 3000 mètres de fond et ils bouillonnaient encore en surface. C'était assez impressionnant. Chez les animaux, en fait, plus la faune est, on va dire, est évoluée, donc les poissons, les poulpes et tout ça, eux, ils résistent pas à la dépressurisation. Après, chez les animaux moins évolués, les crustacés, tout ça, il y a certains, ça dépend de la profondeur. On a un gros seuil à 1500, 2000 mètres où les organismes qui sont moins profonds que ça quand même arrivent à survivre, peuvent survivre quelques jours, voire quelques mois à la décompression. Mais au-delà de 2000 mètres, souvent c'est très compliqué. Ouais. Donc ils sont plus vivants quand ils remontent. Du coup, ça rejoint un peu la question. C'était pour savoir si vous aviez des dispositifs qui permettent de garder des conditions un peu similaires aux conditions dans le fond ou pas. En fait, il y a très peu à ma connaissance, il y a que deux dispositifs qui ont été développés pour faire du prélèvement sous pression. Un qui est un de nos collègues là, qui est à Jussieu, qui s'appelle Bruce Chilito, qui est à Sorbonne Université plutôt. Et du coup, lui, il a développé vraiment un moyen d'aller prélever la faune sous pression, de la remonter à la surface, et il a inventé l'appareil qui permettait le transfert entre cette cellule de prélèvement du fond jusqu'à des aquariums sous pression, ce qui leur permet en fait de travailler sur les animaux dans les conditions de pression natives, on va dire. Les Japonais aussi ont développé ça, mais c'est quand même, ça reste marginal. Par contre, ce même chercheur a développé des aquariums sous pression qui sont utilisés par plusieurs équipes, qui sont en vente en fait, et qui sont utilisés par plusieurs équipes pour faire des études de physiologie. On avait déjà envisagé, essayer de faire, et on a, avec ce chercheur-là, on a monté une exposition, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Océanopolis, donc une exposition où on a ces aquariums sous pression, où depuis 2012, on a des organismes des grands fonds qu'on montre en exposition, quoi, des crevettes et des crabes qui viennent de notre observatoire de 1700 mètres de fond.
Donc on arrive à garder dans les aquariums sous pression. Et on a, je sais qu'il y avait des projets à un moment d'essayer de créer des mésocosmes, parce que là on préserve que la pression, mais quand tu vis autour d'une source hydrothermale, il n'y a pas que la pression comme contrainte environnementale, mais là c'est extrêmement compliqué. Déjà de garder la pression dans l'eau de mer très longtemps, c'est déjà vraiment un enjeu technologique, ce qu'ils ont réussi à faire finalement avec Oceanopolis. Mais il y a énormément après, parce que tout ce qui est sulfure et tout ça, c'est extrêmement corrosif. Donc il y a des gros enjeux technologiques pour qu'on arrive à créer des vrais mésocosmes où on pourra vraiment recréer l'environnement et comprendre comment ça se passe, quoi. Oui, est-ce que vous pourriez nous redonner le nom de l'entreprise qui fait de la cartographie? J'ai noté Seabed Valtrans, mais j'ai pas... Seabed. Sea comme la mer, oui, bed okay. comme le plancher, oui. 2030. Et c'est pas c'est un consortium international, en fait. D'accord. Okay, c'est dans un mot, Seabed. Très bien. Merci pour 2030. votre accent joliment franco-fou, là. Zut. Ça se voit encore. Oui, bonsoir. Je pense qu'il y a des pays qui ne reconnaissent pas l'autorité internationale des fonds marins. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ils procèdent pour conduire leurs explorations et dans quel état, dans quelle situation ils se mettent vis-à-vis de cette autorité? Est-ce qu'on peut quand même les contrôler, pas les contrôler? Ils sont un peu hors la loi, si je puis dire. Et comment est-ce que ça se passe? Alors, oui, il y a des pays qui n'ont pas signé. Je ne peux pas vous nommer tous les pays, mais je sais par exemple que les États-Unis n'ont pas ratifié. Après, là, on est dans une phase où tout le monde explore de toute façon. Donc là, la zone internationale, de toute façon, les Américains peuvent plonger n'importe où. Tant qu'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de problème, on va dire. On a accès, même nous, on peut aller plonger dans la zone de permis russe, on peut aller plonger si on faut faire une information, mais même, voilà. C'est à partir du moment où il y aura exploitation, où l'industrie se développera, que ça posera problème. Mais après, ces pays-là, ben, comme je le disais, ils ont quand même leur zone économique exclusive et au-delà. Faut voir s'il ne commencera pas justement à exploiter plutôt dans leur zone. Mais effectivement, ça pose problème. Mais parce qu'il se pose plein de questions aussi sur si exploitation il y a, comment on va faire pour contrôler, parce que c'est une surface immense. Est-ce qu'on va mettre des bateaux par satellite? J'en sais rien, mais voilà, ça va être compliqué à mettre en place la surveillance, que ce soit au niveau de la IFM ou de BBNJ, hein, parce que on a déjà du mal à contrôler les pêches. Alors, je sais pas. Mais bon, c'est quand même par là qu'il faut passer, quoi. Bonsoir. J'aurais une question. Pardon. J'aurais une question par rapport au début de votre présentation. Vous aviez dit que les animaux des abysses se nourrissaient de la faune de la surface. Et qu'en est-il du moment où il y a eu les crises écologiques et que les animaux de la surface ont disparu? Comment ils se nourrissaient, ceux des abysses? Oh là, c'est une bonne question, ça. Je sais probablement qu'il y avait soit une production de matière organique au fond, parce qu'il y a quand même des micro-organismes tout le temps qui dégradent, voilà, mais pour moi, c'est la seule solution, c'est que c'était de la matière organique locale. Ou après, on sait aussi que, par exemple, les sources hydrothermales, on a montré que on pouvait créer de la matière organique à partir de la matière inorganique. Et ça, on a des preuves de ça, d'où les plein d'hypothèses sur l'origine de la vie dans les sources hydrothermales, parce qu'on sait s'il y a de la chaleur
de l'eau et du volcanisme, en fait, on peut, à partir de molécules inertes, on va dire, faire de la matière organique. Donc, c'est peut-être vers là qu'est la solution, que la réponse à la question. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à propos de la technologie pour l'exploitation des fonds marins. Donc, on parle d'exploration actuellement, mais est-ce que la technologie est prête pour l'exploitation ou est-ce que c'est encore c'est pas tout à fait prêt, c'est en cours de développement? Est-ce qu'il y a des pays qui, si demain ils décidaient d'aller exploiter, ils pourraient exploiter? Ouais, la technologie existe, les bateaux existent. Il y a même des débuts dans des zones économiques exclusives, des débuts de, je sais plus, je me rappelle plus, c'est une des îles du Pacifique où ils ont un bateau et ils collectent là des bennes de nodules complètes. Donc oui, la technologie existe là. On pouvait pas dire ça dans les années 60-70, mais maintenant on sait que la technologie est prête. Après, il reste peut-être des petits enjeux sur comment on remonte et sur des quantités plus importantes qui seraient économiquement viables, parce que les économistes nous disent que pour l'instant, plusieurs économistes disent que pour l'instant, le coût d'aller chercher dans les grands fonds de la technologie et du coût environnemental, parce qu'il faudra quand même s'assurer que ça soit fait dans le respect, donc ça veut dire quand même faire des études baseline avec tout ce qu'une étude environnementale comporte, que pour l'instant ça serait pas économiquement viable et qu'en fait les compagnies maintiennent juste l'espèce de tension sur le marché pour rester coté en bourse, quoi. Donc c'est un peu obscur, ça, c'est vraiment lié au cours des métaux mais la technologie est prête, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Vous aviez parlé d'un lien avec la circulation océanique, avec l'exploitation minière. Et du coup, j'aimerais bien que vous développiez comment ça pourrait impacter en fait la circulation marine. C'est pas vraiment la circulation, je parlais de l'hydrodynamisme local, donc dépendamment des courants qui sont par exemple dans la plaine abyssale, dépendamment de la nature des courants, de l'orientation des courants, comment ces panaches de particules, il faut s'imaginer que c'est des tonnes de sédiments qui vont être soulevés, et transportés et tout ça. Et dépendamment de cet hydrodynamisme local, on ne sait pas jusqu'à quelle distance peut voyager. Le panache hydrothermal, par exemple, on sait qu'il voyage sur des centaines de kilomètres. Et là, c'est des particules fines et tout ça. Donc, chaque site potentiellement exploitable devra avoir une étude d'hydrodynamisme spécifique, quoi. Bonsoir. J'avais une question, comme beaucoup de monde, j'imagine. Lorsque vous descendez, donc vous, les scientifiques en général, sous l'eau, donc vous venez surtout faire des prélèvements, de ce que j'ai compris, enfin pas forcément des prélèvements, mais prendre des données. Et lorsque vous rencontrez des nouvelles espèces, si ça arrive, quels sont les processus qui sont mis en place ensuite pour pouvoir étudier ça de plus près? Est-ce qu'il y en a qui sont mis en place? C'est une bonne question. Déjà, quand on collecte des échantillons, souvent ça va être un échantillon de faune globale, soit dans des sédiments, soit dans de l'eau, soit sur des cailloux, soit par l'aspirateur à faune. Donc on ne sait pas automatiquement que l'espèce est nouvelle. Donc il va y avoir toute une phase de tri en laboratoire avec des gens qui s'y connaissent dans chacun des groupes taxonomiques, et puis à un moment donné, si les clés morphologiques montrent que ça correspond pas ou qu'il y a des critères morphologiques qui sont différents des espèces qu'on connaît, là on a un réseau de taxonomistes, donc c'est les experts en description des espèces, un réseau, donc chaque taxonomiste en fait est responsable d'un petit groupe, d'un petit phylum ou d'un petit groupe d'organismes. On va envoyer ça à l'échelle internationale pour une description. Donc c'est pas nous qui faisons cette description. Après, maintenant, avec les approches moléculaires, on double aussi. Souvent, on va se dire, ça, c'est peut-être une nouvelle espèce. On va envoyer l'espèce au taxonomiste s'il y a encore un expert, parce qu'il faut savoir que c'est une profession qui est en gros déclin. La plupart des taxonomistes, c'est souvent des personnes assez âgées.
et les muséums et tout ça, il n'y a pas eu un gros renouvellement de taxonomie. Je crois qu'il y en a quelques-uns, voilà. Et on va backer ça avec des données moléculaires. Donc, les données moléculaires vont nous permettre de dire voilà où on se retrouve dans l'arbre de la vie et si l'espèce a déjà été décrite ou pas. Mais sachant que des données moléculaires, on n'en a pas beaucoup, donc on est en train de faire de front, en fait, la description morphologique et le barcode. Mais c'est long. C'est super long. Oui, ça recommence. Bon, les 2 dernières questions à qui j'ai dit oui, là. Je suis désolé pour les autres. Bonsoir. Moi, pour en revenir aux plongées, plus particulièrement sur les cheminées hydrothermales, est-ce qu'il y avait un risque à plonger près de ces structures qui ne sont pas forcément peut-être très solides ou résistantes? Par exemple, si on en percute une par accident, est-ce qu'il y avait faut déjà pas eu les des accidents? percuter. C'est interdit. Ah oui. Mais aussi, si on savait pourquoi est-ce que les cheminées qui sont, on va dire, éteintes, elles sont plus diversifiées que les cheminées actives? Pourquoi elles sont plus diversifiées? Potentiellement parce que déjà, il faut savoir que les sources hydrothermales, il y a une biomasse importante, mais il y a une diversité d'animaux. La biodiversité est moins importante que la plaine abyssale parce que c'est un environnement tellement contraignant qu'il y a certaines espèces qui arrivent à s'adapter là. Et quand elles y sont en grand nombre parce qu'il y a beaucoup de nourriture, mais la diversité est faible. Et donc, j'imagine que l'environnement d'un sulfure éteint est beaucoup moins contraignant que celui d'une source hydrothermale. Et donc, ça serait des patrons de diversité un peu similaires. C'est-à-dire que là, il y a moins de contraintes, probablement pas mal de nourriture parce qu'il doit y avoir des micro-organismes potentiels. C'est les données préliminaires montrent ça, que ça serait des communautés microbiennes autres et assez diversifiées et aussi des communautés de faune de plus grande taille, plus diversifiées. Donc moi je dirais ça, c'est un environnement moins contraignant, donc plus de diversité et il ne faut pas percuter une source hydrothermale. C'est arrivé, hein, c'est sûr. Hein. Après, les édifices, c'est quand même assez solide. Après, sur les petites cheminées, ça nous est arrivé d'en percuter une, mais des petites, quoi. Bonsoir. Je me demandais, vu qu'on envoie des humains dans l'espace pour étudier ce qu'on ne connaît pas, serait-il possible de créer un genre de base sous-marine pour pouvoir étudier les espèces directement dans leur environnement? Et je pense qu'il y a des projets comme ça. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oui, il y a des projets de stations sous-marines. Après, avec nos observatoires, en fait, on remplit un peu ça, sauf qu'on n'a pas besoin d'être au fond. Donc, c'est quand même plus simple et moins contraignant. Mais je crois que je me demande, c'est les Asiatiques, mais je ne sais plus qui voudrait faire des bases. Après, c'est encore un step technologique important. Et après, on peut se demander quel est l'intérêt d'être vraiment au fond, si on a tout ce qu'il faut pour échantillonner, rapporter des images, pour le coût que ça représente. Après, je suis bien consciente que c'est un peu comme de plonger en sous-marin, ça doit être sympa d'être au fond, mais ça doit, faire une base permanente, c'est beaucoup de sous, quoi. Voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir et merci à José encore de s'être beaucoup. déplacé.